Bonjour. Merci pour votre présence. Je me disais, en vous voyant arriver au fur et à mesure, que peut-être le meilleur moyen pour illustrer ce que ça peut être l'enfant gigogne, et ce que ça implique, et ce que ça représente, c'est tout simplement de se référer à ce que chacun d'entre nous peut être amené à vivre ou à ressentir quand on est à la place où je suis. C'est-à-dire que c'est quand même assez, on disait, c'est assez étonnant que dans des contextes comme celui-là, où on va se retrouver face à, des fois c'est quelques personnes, hein, des fois c'est à l'occasion d'une réunion pour prendre la parole devant des collègues, ou ça peut être prendre la parole devant un public, comme ici, à la place où je me trouve. Il y a toujours une émotion, il y a toujours quelque chose, souvent une accélération au niveau du cœur. Alors après, la gamme, elle peut être très large, hein, ça peut aller de l'impossibilité de parler, la gorge sèche, à ce que je disais, le cœur qui s'accélère, etc. Et c'est quand même bizarre parce que au niveau de l'expérience directe, au niveau de ce que l'on peut percevoir avec nos yeux, dans la réalité et objectivement, il n'y a aucune raison d'être stressé. Je vois ici que des visages bienveillants. Donc objectivement, il n'y a absolument rien qui puisse susciter toute cette gamme d'émotions qu'on peut être amené à ressentir. Et pourtant, c'est quand même assez difficile de pouvoir, quand on ne fait pas ça quotidiennement, on pourrait dire, même ceux qui le font quotidiennement, hein, les artistes, les chanteurs, on connaît bien toutes les histoires de trac qu'il peut y avoir avant de monter sur scène. Eh bien, c'est quand même assez difficile de se retrouver, on pourrait dire, dans l'état intérieur dans lequel on peut se retrouver quand on est chez soi et qu'on vaque à ses occupations comme ça, tranquille. Donc, d'où est-ce que ça peut bien venir? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce décalage entre, on pourrait dire, ce que le bon sens nous dicte dans ce qui est présent dans l'ici maintenant, et où, en fait, les émotions, les sensations que l'on va pouvoir ressentir, on pourrait dire, sont en décalage avec ce qui est présent dans ce que l'on peut percevoir ici maintenant. Et bien, c'est peut-être ça, justement, ce qui correspond à ce que j'ai appelé l'enfant gigogne. C'est-à-dire qu'il y a, dans ces moments-là, certainement quelque chose qui se réveille en nous de situations que l'on a vécues dans le passé. Alors, quand je suis interrogé il y a un certain nombre d'années par rapport à cela, au début, des fois quand j'accompagnais des personnes et qu'elles me parlaient justement de ce trac ou de cette émotion ou de cette impossibilité de pouvoir prendre la parole, que ce soit en petit comité ou avec un nombre plus important de personnes, je leur posais la question de savoir qu'est-ce qu'elles avaient pu vivre dans le passé, lorsqu'elles étaient enfants, qu'est-ce qu'elles avaient pu vivre comme expérience qui avait pu être douloureuse. Et un certain nombre réussissaient à trouver des expériences, par exemple, qui pouvaient remonter à l'école maternelle, l'école primaire, lorsqu'on se retrouve, est-ce qu'elle s'était retrouvée devant un tableau, et puis prendre la parole devant toute la classe, et puis la classe se moque, etc. Et il me semblait que, dans ce que je pouvais comprendre à l'époque, je me disais, mais oui, bon sang, c'est bien sûr, c'est évident, c'est de là que, par ce marquage, cette empreinte, et qui, après, est réveillée dans des situations qui ont des points de ressemblance
avec la situation initiale qui avait été vécue de façon difficile et qui avait été marquante. Et puis, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelle des états modifiés de conscience, c'est-à-dire des états qui permettent de franchir la barrière amnésique des 2-3 ans, je me suis aperçu en fait que ces personnes, elles se souvenaient de ce moment-là à l'école maternelle ou à l'école primaire, au niveau de leur mémoire consciente, mais en fait, que ce souvenir qu'elles avaient et que ensemble on considérait comme étant un peu la source de leurs difficultés, de leurs limites présentes, quand j'ai commencé à accompagner ces mêmes personnes en état modifié de conscience, c'est-à-dire tout simplement en état de relaxation, eh bien, elles allaient beaucoup plus loin et elles retrouvaient quelque chose, en fait, qui est une expérience commune qu'on a tous fait. Et ce qu'elles retrouvaient, eh bien, c'était généralement l'expérience de la naissance. C'est-à-dire ce moment-là où chacun de nous, on a été confronté à découvrir un nouveau monde et à être confronté à l'inconnu. Et en fonction de comment cette naissance, elle est vécue par le bébé, par le nouveau-né, il va pouvoir y avoir des empreintes, des marquages extrêmement importants. Et ces émotions qui s'enquistent vont pouvoir rester, on pourrait dire, assez longtemps à l'état de veille. Et dans des circonstances qui ont des points de ressemblance avec ce moment où on découvre un nouveau monde, où on est confronté à l'inconnu, alors cet état émotionnel qui s'est imprimé, on pourrait dire même jusque dans nos cellules, va pouvoir se réveiller. Et je pense que c'est certainement ce qui fait l'universalité de ces émotions assez variables qui peuvent aller de la petite accélération cardiaque, de petits trucs de serrement au niveau de la gorge, jusqu'à l'impossibilité de prendre la parole. Je pense que c'est vraiment directement lié de façon très universelle à cette expérience donc qu'on a tous vécue, qu'on a tous expérimentée, qui est celle de la naissance, cette première expérience où on est confronté à l'inconnu, où on est confronté non seulement à l'inconnu, mais on est confronté à une expérience, bien sûr on ne s'en souvient pas, mais cette expérience, c'est certainement l'expérience la plus intense, la plus violente, la plus difficile qu'on ait jamais à vivre dans notre vie. Alors peut-être excepté l'expérience qu'on connaîtra, je ne sais pas, au niveau de la mort, et encore, je pense que c'est certainement quelque chose qui est différent, mais dans ce dont on peut se souvenir de façon consciente, on a oublié beaucoup, et c'est certainement pour ça qu'on a oublié beaucoup combien la naissance est un moment extrêmement fort, extrêmement violent, et qui est marquant pour tout le monde. Et je pense que donc ces émotions-là, cette expérience-là enquistée, qui à certains moments peut se réveiller. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais vous avez des manifestations, des symptômes dont on entend beaucoup parler depuis un certain temps, comme ce que l'on appelle les crises d'angoisse, les crises de panique, et où ce sont souvent ça conduit les personnes qui sont confrontées à ces manifestations-là, ça les conduit souvent des fois aux urgences, tellement elles sont dans un état où elles ont l'impression littéralement qu'elles vont mourir, qu'elles vont faire un accident cardiaque. Et puis, examen fait, on leur dit mais non, tout est normal, c'est psychologique, mais sans plus leur permettre d'avoir une compréhension de ce à quoi elles sont confrontées. Or, vraiment,
dans toutes les personnes, parmi toutes les personnes que j'ai pu accompagner dans ma pratique en thérapie, toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui sont venues avec des problèmes comme ça de crise de panique, de crise d'angoisse, ont toutes retrouvé donc en état modifié de conscience, c'est-à-dire en état de relaxation, allongé en état de relaxation, ont toutes retrouvé des expériences de naissance extrêmement difficiles, extrêmement douloureuses, où justement, par exemple, dans l'engagement dans la filière pelvienne, ces personnes, par exemple, pouvaient se retrouver, se sont retrouvées coincées, asphyxiées et en état de menace vitale, à la limite de la mort. Et donc c'est cet état émotionnel, dans certaines circonstances, là encore, qui sont des circonstances qui ressemblent aux circonstances de la naissance, mais des ressemblances qui ne sont bien évidemment pas des ressemblances en lien avec, on pourrait dire, la logique cartésienne, avec le raisonnable, mais des ressemblances qui sont plus en lien avec des aspects plus symboliques ou métaphoriques par rapport à certaines circonstances de leur vie. Alors voilà, comme ça, en introduction, je dirais que l'enfant gigogne, eh bien, ça désigne ces parties en nous qui, à un moment donné, ont été confrontées à des expériences traumatiques extrêmement fortes, extrêmement violentes, et qui peuvent se réveiller à certains moments. Et ce concept d'enfant gigogne, comment il est venu pour moi, c'est que après avoir obtenu mon diplôme de psychologue clinicien à l'université, et que donc j'ai eu un permis, on va dire, d'exercer, mais ce permis d'exercer, c'était un peu comme une personne qui aurait son permis de conduire, mais qui n'aurait appris que le code de la route, et qui n'aurait jamais tenu un volant dans ses mains. Donc après m'être formé, après avoir suivi mes études de psycho, je me suis dit que ça serait bien que je me forme. Et donc j'ai fait différentes formations, entre autres formations en thérapie familiale, aussi en PNL et d'autres formations. Et cela m'a conduit, après moi-même, à commencer aussi à faire de la formation pour des travailleurs sociaux. Et dans les stages que je pouvais animer, alors que ce soit des stages de formation professionnelle, mais aussi des groupes de développement personnel, il y avait régulièrement des questions qui m'étaient posées, et ces questions, ça tournait très souvent autour de « mais il y a quelque chose que je ne comprends pas », puisqu'on était amené, bien évidemment, à aborder des questions d'ordre émotionnel, de la psychologie de façon générale, et ces personnes me disaient « il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que dans certaines situations, que ce soit à un niveau professionnel ou à un niveau personnel, familial des fois, je ne comprends pas, je sais très bien qu'il ne faudrait pas que je réagisse de telle et telle façon, ou qu'il ne faudrait pas que je fasse telle ou telle chose, mais c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher. » Et au début, j'essayais à partir de ce que je pouvais comprendre de ce phénomène en fait, auquel on est tous confrontés à un moment ou à un autre dans notre vie quotidienne, familiale, professionnelle. J'essayais d'expliquer que dans notre fonctionnement psycho-émotionnel, on était un peu constitué comme, on pourrait dire, la Terre avec des strates géobiologiques, et que la plupart du temps, on agissait et on fonctionnait et on pensait et on ressentait
avec la strate la plus récente, on pourrait dire, de notre évolution. Mais qu'à d'autres moments, il y avait des strates beaucoup plus anciennes qui correspondaient justement à la petite enfance ou au moment de la naissance, et que ces strates-là se mettaient à prendre les commandes. Et puis, ça c'était dans les années, début des années 90, là encore, dans un groupe de formation, cette même question m'est posée avec peut-être quelques particularités, et il m'est venu l'image, par rapport donc à ce fonctionnement de notre fonctionnement donc psycho-émotionnel, il m'est venu l'image des poupées gigognes, et donc qui m'ont semblé vraiment très bien illustrer ce à quoi on peut être confronté. À savoir que dans comment on peut fonctionner dans notre quotidien la plupart du temps, c'est un peu comme si l'enveloppe la plus importante que l'on voit, la poupée gigogne la plus grande, était aux commandes. Et puis à certains moments, lorsque souvent il y a un événement, justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, qui a un point de ressemblance avec une situation qui a été douloureuse dans un passé très lointain, alors c'est la plus petite de ces poupées gigognes qui est à l'intérieur, qui est toute petite. Si, c'est celle-là, c'est cette apparence-là que l'on voit, en fait. Et on a tendance, justement, dans les relations aussi, dans les relations avec les autres, à toujours penser que c'est cette enveloppe-là, cette apparence-là qui est aux commandes et qui fonctionne avec, on pourrait dire, l'identité civile qui correspond à cette apparence-là. Et à certains moments, c'est celle-là qui, en fait, prend les commandes. La seule chose, c'est que celle-là, elle ne se voit pas. Elle est à l'intérieur, et c'est vrai que de l'extérieur, des fois, ça fait bizarre quand on voit une grande enveloppe comme ça se comporter en fait avec des états intérieurs, des comportements qui rappellent plus ça. Mais sauf que on la voit pas. Et c'est là où des fois, ça peut être aussi important de pouvoir justement prendre conscience, alors non seulement pour soi, mais pour les autres et surtout pour des personnes qui nous sont proches, éventuellement de pouvoir identifier quand ces personnes, en fait, ne fonctionnent plus avec, on pourrait dire, le logiciel de la plus grande enveloppe, mais fonctionnent avec le logiciel d'un petit enfant, et parfois c'est même pas un petit enfant, parfois c'est même pas un petit nouveau-né, parfois c'est un petit bébé fœtus qui est aux commandes. Et c'est d'autant plus difficile, compliqué à pouvoir identifier. Ça demande en fait d'aller au-delà des apparences, au-delà de ce qui est visible. Et puis, dans mon parcours, en parallèle à cette activité de formation, donc j'ai eu une activité, et j'ai toujours une activité de psychothérapeute. Et là, j'ai été confronté au fil des années à faire des constats qu'on est nombreux à avoir fait. Faire le constat, par exemple, que dans un travail en thérapie, la seule verbalisation du problème ou des problèmes auxquels on est confronté, on pourrait dire, la plupart du temps, ça soulage, ça fait du bien de parler de ce qui nous est difficile à vivre, mais ça ne permet pas forcément de pouvoir se libérer de ce à quoi on est confronté. Entre autres, justement, ce que l'on qualifie de « c'est plus fort que moi, je peux pas m'en empêcher ». Donc la seule verbalisation, souvent, elle n'est pas suffisante. Après, un autre constat, c'est que prendre conscience, finir par identifier, on pourrait dire à force de réfléchir sur ce que l'on a vécu
lorsque on était enfant. Essayer de voir les ressemblances qu'il peut y avoir entre ce qui nous est difficile dans notre présent, ces limites au niveau de nos comportements, ces réactions émotionnelles que l'on peut avoir, et essayer de trouver qu'est-ce qu'on a pu vivre enfant qui pourrait expliquer ces réactions-là. C'est tout à fait intéressant, mais on peut constater aussi que bien souvent, la seule prise de conscience n'est pas, dans peut-être 80 ou 90% des cas, la seule prise de conscience n'est pas suffisante pour pouvoir dépasser les limites ou les symptômes auxquels on est confronté. Alors, après, on est dans le travail en psychothérapie, on est confronté à une autre réalité qui est celle que, eh bien, la plupart d'entre nous, on est confronté à un même phénomène qui est ce que l'on appelle l'amnésie infantile. L'amnésie infantile primaire, c'est-à-dire que globalement, nous n'avons pas de souvenirs conscients au-delà d'à peu près de 2-3 ans. C'est-à-dire que notre toute petite enfance, notre première année de vie, bien sûr notre naissance et notre vie intra-utérine, on ne s'en souvient pas consciemment. Et ça, pendant très longtemps, et encore culturellement, actuellement, le fait qu'on ne s'en souvienne pas consciemment nous donne l'illusion, en fait, que eh bien, nous ne pouvons pas avoir, on pourrait dire, de mémoire de ces moments-là de notre vie. La toute petite enfance, la naissance, les tout premiers jours et la vie intra-utérine. Et en fait, déjà depuis depuis un certain nombre d'années, on sait que en fait, toutes ces expériences-là, et y compris de la vie intra-utérine, en fait, elles sont archivées, mémorisées, mais mémorisées dans ce que l'on pourrait appeler une mémoire non consciente, qui ne nous est pas accessible comme cela directement dans l'état dans lequel nous sommes globalement dans la vie quotidienne. Et c'est lorsque je commençais à m'intéresser à des techniques, à des approches, par exemple, comme le rebirth, par exemple, qui est une technique de respiration particulière, et cette technique, justement, peut nous conduit dans des états de conscience particuliers. Et là, je me suis aperçu que, bien évidemment, on pouvait franchir cette barrière amnésique et retrouver, en fait, des souvenirs de notre toute petite enfance, des souvenirs de la naissance et des souvenirs de la vie intra-utérine. Et donc, c'est comme ça que, après avoir développé au fil des années le concept d'enfant gigogne, j'ai commencé, à partir de ce concept-là, à développer une technique, une approche donc de thérapie que j'ai appelée la thérapie enfant gigogne, et qui a comme, on va dire, caractéristique d'utiliser le cadre conceptuel de l'enfant gigogne, dont je vais un peu plus parler tout à l'heure, et de travailler avec un état, en partant d'un état modifié de conscience, justement pour pouvoir traverser la barrière amnésique et retrouver les marquages les plus anciens, en fait, qui sont à l'origine, on va dire, de comment se sont mis en place nos logiciels, d'une certaine façon, de fonctionnement, et qui nous conduisent à, en fait, la plupart du temps, répéter tout au long de notre vie des mêmes situations, des mêmes comportements, ou passer de symptôme en symptôme, jusqu'à ce que, en fait, on ait l'eureka de la prise de conscience et de la rencontre avec ces enfants gigognes, ces enfants très petits enfants, et qui peuvent être donc des fœtus gigognes. Donc, dans cet exposé que je vous
propose de faire. J'ai préparé un menu. Voilà, ce menu-là, donc c'est le menu du jour qui durera une première partie de cet exposé. Et puis, dans un deuxième temps, si vous le voulez, eh bien, on pourra faire à la carte et donc échanger à partir des questions ou des remarques que vous pourrez avoir. En sachant que, voilà, même s'il y a ce temps-là qui est prévu, vraiment sentez-vous totalement libre à chaque instant de participer, de poser une question, d'apporter un témoignage. C'est cela aussi qui est riche et qui est riche. Donc dans un premier temps, par rapport au concept d'enfant gigogne, je reviendrai un peu, je l'ai déjà un peu évoqué, là, qu'est-ce que l'enfant gigogne? Qu'est-ce que c'est qu'une expérience traumatique? C'est intéressant pour comprendre ce à quoi on peut être confronté. Et puis, quelles sont les conséquences d'une expérience traumatique? Après, comment se manifeste concrètement l'enfant gigogne dans nos vies quotidiennes? Les symptômes les plus fréquents que l'on peut être amené à observer. Et parmi ces symptômes les plus fréquents, par exemple, qu'on peut rencontrer, c'est-à-dire les symptômes les plus fréquents qui motivent la plupart d'entre nous à faire une démarche en thérapie, quelles sont les expériences traumatiques qui sont à la source de ces symptômes, de ces limites auxquelles on peut être confronté. Ça me donnera l'occasion de dire aussi quelques mots sur une autre façon de regarder quelque chose aussi auquel tellement de personnes sont confrontées. Je veux parler des dépressions. Avoir un autre regard sur les dépressions est vraiment quelque chose qui peut être très, très aidant pour se sortir de ce processus dans lequel souvent on a tendance à s'enfoncer, puisqu'on a plusieurs choses à gérer, ce que j'appelle les remontées de mémoire émotionnelle, et puis le regard culturel et médical qui est posé là-dessus, qui nous convainc qu'on est malade. Donc ça, c'est pas très aidant. Je pourrais vous parler ensuite des périodes de la vie qui sont favorables au réveil de l'enfant gigogne, et puis qu'est-ce que le concept de l'enfant gigogne peut nous apporter? Ça sert à quoi? Et la deuxième partie, sera consacrée à une présentation de la thérapie enfant gigogne. Donc, c'est quoi la thérapie enfant gigogne? Des éléments sur son déroulement, ce qu'elle n'est pas aussi, et puis je vous dirai quelques mots justement sur les caractéristiques de l'état de conscience qui est requis pour pouvoir retrouver l'enfant gigogne, pour pouvoir justement accéder donc aux zones de mémoire non consciente où la plupart du temps donc sont stockées les expériences traumatiques que nous avons pu vivre. Et puis à qui s'adresse la thérapie enfant gigogne?